Hey, s'il vous plaît, ne faites pas attention au bouton sur ma lèvre. Non mais les gars, en fait, c'est pile au milieu de mes lèvres. Genre, on dirait un piercing limite. Et en plus, ça brille tellement, ça n'a même pas besoin de gloss. Faites pas gaffe, s'il vous plaît. Faites comme s'il y avait rien. Faites comme si c'est un piercing, voilà. Un piercing de pu. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de tourner cette vidéo puisque j'aime trop tourner des chroniques lecture, des updates lecture parce que ça m'oblige à rester concis, efficace dans ces bilans là et à ne pas m'éparpiller pour rien. Et en plus cette vidéo va être consacrée à des lectures autour de la littérature / culture chinoise, taïwanaise, sinophone, dans plein de genres différents, que ce soit de la fantasy mais également du contemporain et également de la non-fiction, documentaire / historique, biographique. Pour la plupart sont des lectures qui m'ont vraiment enrichi, qui m'ont pas mal remué, pour certaines bouleversé, traumatisé aussi. J'ai hâte de vous en parler, j'espère que ça vous enrichira autant que ça m'enrichira si ça vous donne envie d'explorer tous ces sujets que je vais traiter. Je vais essayer de rester efficace, bien concis, mais que ça reste quand même un bilan qui donne envie. J'espère que ça a marché. Et on y va pour le premier livre. Alors j'ai eu un livre de la littérature chinoise qui me donnait très envie depuis très longtemps, qui est Le rêve du village dating de Yan Yanke, publié chez les éditions Piquet. Ce livre me donnait envie et m'interpellait depuis des années parce qu'il y a quelques années j'avais étudié le cas des villages du sida en Chine. Du coup ce sont des villages dans lesquels beaucoup d'habitants sont séropositifs, et c'est notamment à cause de la mauvaise gestion du gouvernement lui-même, parce qu'en gros le gouvernement dans les années 90 en Chine voulait instaurer un trafic de dons du sang, pouvoir développer leur pouvoir dans ce domaine, dans le domaine du sang, etc. à l'international. Le truc c'est que les conditions sanitaires étaient vraiment horribles, enfin vraiment le matériel n'était pas du tout nettoyé, du coup ils réutilisaient les mêmes aiguilles, les mêmes poches de sang sans les nettoyer, ce qui fait que beaucoup de gens étaient contaminés par le sida, et encore maintenant ça se répercute. Et ce qui est encore plus affligeant, c'est que le gouvernement évidemment essaye d'étouffer, essaye d'invisibiliser ces victimes là, parce que ils sont au courant que c'est principalement de leur faute, mais ils veulent pas l'avouer, l'assumer. Yan Yanke, du coup il a écrit un livre par rapport à ça, pour donner de la visibilité. C'est d'ailleurs un auteur qui est censuré en Chine parce qu'il parle un peu trop des dérives du gouvernement, des tragédies qu'a engendré la mauvaise gestion du gouvernement de l'état chinois, ce qui ne plaît évidemment pas à ce dernier. Ce livre-là en fait partie. Ce livre est évidemment censuré en Chine. Dans ce livre, on va suivre une famille dans un village, la famille des Ding, et ce qui est particulier, c'est que le narrateur n'est autre qu'un enfant, que le petit-fils du grand-père de la famille des Ding, et ce petit-fils là en fait il est déjà mort au moment où il conte cette histoire, et il est déjà enterré. Il va conter un peu la tragédie de ce village du sida. On va voir comment ce village va dépérir petit à petit. Ce roman il est moins dur à lire qu'on pourrait le penser, malgré la tragédie qu'il recouvre, parce qu'en gros Yan Yanke c'est un auteur qui fait la promotion de ce qu'on appelle le mythoréalisme, je sais pas trop, je crois que c'est ça en français. En gros c'est diffuser, mettre en avant la réalité à travers des moyens plus oniriques, plus poétiques, comme des visions, des rêves, des allégories, etc. Parce qu'il se dit qu'en fait c'est à travers ces mécanismes-là qu'il va pouvoir délivrer une réalité plus universelle, détachée notamment de la réalité que veut concevoir l'état chinois et qu'il veut imposer sur la population en effaçant certains événements, en remodifiant voilà certains pans de l'histoire. Du coup Yan Yanke il se dit qu'à travers ce pan plus poétique, plus allégorique, il peut mener le lecteur vers une réalité qui est plus objective, détachée de ces ressorts de manipulation qu'impose l'état chinois sur la population chinoise. Ça rend le récit un peu détaché de la réalité. Enfin, Yan Yanke il voulait, sous le prisme de la fiction, comment dire, atténuer la tragédie, atténuer le ton hyper dur et hyper violent de la réalité de ces villages du sida, mais ça va pas non plus enlever le côté poignant, l'aspect dramatique, le fait que tu te rends compte à quel point ces situations étaient injustes, mais ça donne quand même un ton à la fois poétique et également un aspect qui met en avant l'espoir
que Yen Enkeu avait ressenti quand notamment il avait... je parle trop, quand notamment elle avait visité ces villages du sida, et ce qui avait marqué apparemment c'était l'espoir de ces victimes, la résilience, la résistance de ces victimes là malgré leur situation, et c'est ça qu'il voulait également diffuser dans son roman, et on le sent, ce qui fait que le récit n'est pas pesant à lire. Après, j'avoue, c'est pas mon préféré de Yen Enkeu, enfin après j'en ai lu que 2 pour l'instant, mais parce qu'il y avait un peu un côté un peu absurde, sûrement pour accompagner la critique qu'ils ont fait du gouvernement chinois, mais ça me détachait peut-être un peu trop de l'histoire, ce qui fait que j'ai été moins touchée que j'aurais voulu, mais c'est un roman qui est intéressant par voilà, ses mécanismes, par le propos qu'il porte, et un propos qui est vraiment important. Et voilà, donc je vous conseille, et Yen Enkeu c'est vraiment un auteur de génie, enfin j'ai très hâte de lire ses autres romans aussi. Alors là, je vais présenter une lecture qui n'a pas du tout été facile, qui contient énormément de trigger warning. C'est un ouvrage historique qui parle d'un événement qu'on appelle le génocide oublié, qui s'est déroulé durant la Seconde Guerre mondiale, et dont on n'en parle pas forcément assez. C'était le livre Le massacre de Nankin, entre mémoire, oubli et négation de Michael, parce que je crois qu'il est français, Prazan, publié chez De Noël. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise est venue en Chine pour essayer de coloniser le territoire, et ils ont réussi à coloniser l'ancienne capitale de la Chine qui était Nankin. Ça a été une colonisation qui a pas duré des années, qui a duré je crois quelques semaines, mais qui a été d'une violence mais inouïe. Vraiment tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible de ce que les humains peuvent infliger à d'autres humains, qui considèrent même pas comme des humains mais comme des bêtes de foire, même pas comme des animaux, mais juste des produits, des objets quoi. Il y a ça qui est détaillé dans cet ouvrage là, et du coup vraiment c'est un ouvrage, enfin si vous n'êtes pas prêt mentalement à faire face à des détails mais sordides, mais innommables. Il y a même des photographies, et il y a particulièrement une photographie qui va me hanter à tout jamais, et ce sont des photographies de ce que l'armée japonaise a infligé aux civils chinois, à des innocents, à des femmes, à des enfants, à des vieilles personnes, des gens vraiment démunis d'un point de vue militaire. Vraiment c'est atroce, mais en même temps c'est un ouvrage qui était passionnant dans le sens où l'auteur il va faire une enquête de terrain en quelque sorte, il va débroussailler quelques pistes, notamment ce que j'ai apprécié c'était comment il mettait en avant les mécanismes psychologiques et sociaux qui ont conduit l'armée japonaise à accepter de commettre des horreurs, enfin c'est horrible, et du coup c'était super intéressant de ce point de vue, enfin vraiment il creuse à chaque fois. Il met en parallèle également les témoignages des civils, des survivants, des survivantes, et mais également des soldats qui ont infligé tout ça, et du coup plonger dans leur psyché, plonger un peu dans parfois leur déni, dans leur affirmation, dans leur rédemption, dans leur regret, etc. C'est quelque chose d'assez intense à vivre. Il va aborder le avant cette période-là, même le pendant, et également le après, comment au Japon et en Chine, la mémoire de cet événement est prise en charge. Du coup, c'est hyper complet. C'était super passionnant. Et j'avais également lu sur ce sujet-là l'ouvrage de Iris Chang, qui est un témoignage qui est, je crois, plus subjectif, un peu moins objectif que l'ouvrage de Michael Prazan, parce que Iris Chang, vraiment, elle se sentait beaucoup plus impliquée. Il y avait une citation dans laquelle elle disait qu'en gros, le cycle de la violence des humains, en gros, va se répéter. Genre, tu sais, on essaye de garder en mémoire toutes ces atrocités, tout ce que les humains ont pu faire durant les guerres, pour essayer de s'en souvenir et pour essayer de s'émanciper de ce cycle-là. Mais au final, ce cycle va toujours nous revenir en pleine tronche, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Et en fait c'est tellement affligeant et c'est tellement désespérant de voir ça. C'est un ouvrage documentaire qui est super intéressant d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue actuel, parce que tu te rends compte que l'humain, c'est comme s'il était programmé pour répéter de nouveau la même chose, et qu'il a une manière de se dédouaner des actes de violence qu'il peut perpétrer avec un déni aussi facile et exaspérant. Tout ça pour dire que c'est un ouvrage que je vous conseille si vous êtes intéressé pour découvrir plus sur cette période, mais faut vraiment faire attention parce qu'il y a vraiment des détails, mais c'est ignoble, mais bref, voilà.
un roman plus court, plus concis, mais qui est quand même assez dur. C'est 1986 de Huroy, publié chez Piquet. En gros, c'est un récit d'une à peine centaine de pages qui va relater la révolution culturelle en Chine. En gros, la révolution culturelle, ça a été une opération mise en place par Mao Zedong de 1966 à 1976, durant lequel il a organisé une purge de ses opposants politiques, mais également de civils, de personnes de la population qui sont soupçonnés de pas obéir comme il le faut à l'esprit du parti communiste. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'innocents qui ont été torturés, qui ont été exécutés. Et dans ce roman-là, au début, en 1966, on va suivre un professeur qui va se faire arrêter par les gardes rouges et qui va être emmené on ne sait où. En tout cas, il laisse sa femme et sa fille dans le désarroi, dans l'ignorance totale. Et 20 ans plus tard, on retrouve cette femme et sa fille qui ont refait leur vie avec un nouvel homme. Également, la population semble s'être totalement libérée de ce fardeau historique, de ce contexte, de cette période de violence, de sang, de paranoïa, qui avait complètement détruit, malmené socialement la population. Et là, la population semble s'être reconstruite, elle devient prospère, moderne, sauf qu'il y a un homme, un fou, qui semble pas vraiment en possession de ses moyens entièrement, qui fait irruption dans la ville. Et en fait, ce fou-là, c'est le professeur qui s'était fait kidnapper il y a 20 ans. Il semble méconnaissable. Et en fait, c'est un récit très court, mais très percutant parce que ça va jouer entre le registre réaliste et le registre fantastique, hallucinatoire, parce qu'en gros, on va être plongé dans la psyché de ce fou-là qui a des hallucinations, qui va s'infliger des sévices qu'il voit autour de lui, du coup il va se les infliger sur lui-même, ce qui fait qu'il y a des moments, des séquences qui sont très morbides, très sanglantes, mais tu sais jamais si c'est la réalité ou pas, tu sais jamais où est la limite pour différencier ce qui se passe réellement à ce que les gens vont halluciner. Et du coup c'est un récit à la fois poétique et percutant qui fait que ça va refléter un peu le fantôme de cette violence sourde qui a vraiment traumatisé le pays, qui entache l'histoire de la Chine à jamais. Comment elle peut se répercuter sur la mémoire d'aujourd'hui à travers ce fou-là qui est un peu un vestige de ce passé traumatique. Je pense que c'est un livre qui est très court certes, mais qui est très riche, qui peut se relire plusieurs fois. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi déroutant à lire, mais la manière dont c'est fait pour un peu garder en mémoire cette période-là et dénoncer surtout cette période-là, c'est assez original, c'est assez efficace dans cette violence. Et il y a ce côté très amer aussi parce que tu vois du coup que ce professeur il est complètement détaché de sa famille, il essaye de reconstruire des liens mais sa famille n'est plus du tout réceptive à ses efforts parce que elles le reconnaissent plus. Et du coup il y a ce côté très cruel et très tragique qui fait que tu montres à quel point la population a été divisée parce que du coup il y avait des gens qui étaient paranoïaques, il y avait des gens qui dénonçaient leurs propres voisins, leur propre famille aux autorités parce qu'ils avaient peur d'être eux-mêmes condamnés, inculpés. Ça a vraiment instauré un climat de méfiance. Je trouve que ça se répercute bien dedans. Ouais, c'est assez efficace et je vous conseille si ça vous intéresse pour une petite expérience de lecture assez marquante. J'ai lu Une si jolie robe de Fan Wu publiée chez les éditions Piquet. Ça m'intéressait parce que j'avais vu que c'était une romance lesbienne. On va suivre une jeune fille, enfin une jeune femme au début quand on la rencontre, qui va se remémorer sa rencontre avec son premier véritable amour, qui était une jeune femme qu'elle a rencontrée à son entrée à la fac. Une jeune femme qui était plus âgée qu'elle, genre elle avait 24 ans et l'héroïne elle avait 17 ans à cette époque-là. C'est pas tant la romance qui domine le texte que le portrait de la société chinoise, notamment de la jeunesse dans la société chinoise qui est dépeint. La romance elle est plutôt secondaire par rapport au portrait social. Notamment on peut voir à quel point l'éducation et à quel point la réussite scolaire qui est mise en avant peut un peu brider tous les émois, que ce soit sentimentaux, sexuels, la puberté, etc. des jeunes, parce que du coup on suit l'héroïne qui connaît rien du tout, qui est prude, qui est prudente,
qui est méfiant par rapport aux questions de sexualité. Et en contraste, on a du coup sa crush qui elle est totalement libérée. Ça c'était intéressant. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai pas été totalement attachée à la romance comme je l'aurais voulu. Parce qu'au final les sentiments ils sont très diffus. Ils sont assez secondaires, ils sont assez subtils, on développe plutôt l'amitié entre les deux jeunes femmes, ce qui aurait pu me plaire, mais j'avoue que là, pour une fois, je lisais pour la romance, et les questions autour de la romance, autour de l'homosexualité. Il y avait des moments assez touchants dans comment l'héroïne, elle se rend compte de son homosexualité, en tout cas du fait qu'elle est attirée également par les filles, mais c'était pas assez poussé pour moi et j'avoue que je lisais pas pour le portrait social, enfin c'était pas ça qui m'avait attiré vers ce livre, même si au final c'est intéressant, mais pour une fois je vous lis une vraie romance, parce que c'est rare les romances lesbiennes pour moi, notamment dans la littérature chinoise, et on n'a pas eu ça, même si la fin, le dénouement de la romance, c'est assez amer, c'est doux, c'est tendre, et comme j'ai dit, il y avait des phrases, il y avait des moments, des pensées que l'héroïne avait vis-à-vis de sa crush qui étaient assez tendres à voir, mais c'était pas assez poussé au final, je reste quand même détachée de l'histoire, mais voilà, je vous conseille quand même parce que ça peut rester assez intéressant. Un autre ouvrage documentaire, cette fois-ci il s'agit d'une biographie d'une figure chinoise que je trouve est assez importante et assez mémorable. Malheureusement, l'État chinois essaye d'effacer la mémoire de cette personne, essaye de censurer notamment son héritage. Il s'agit de Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin, de Pierre Aski, publié chez les éditions Ikari. C'était un dissident politique mais pacifiste qui était surveillé, condamné par les autorités chinoises, mais qui a quand même gagné le prix Nobel de la paix en je ne sais plus quelle année, alors que lui-même est en prison. C'est une biographie qui était vraiment passionnante, qui était rageante également, qui était absolument frustrante à lire parce que ça rendait compte un peu de toutes les restrictions, de tous les mécanismes d'oppression que les autorités chinoises peuvent exercer sur la population, sur les personnes qui divergent de l'esprit du parti. Ça rend également compte des enjeux démocratiques pour lesquels des personnes comme Liu Xiaobo luttent, malgré le climat qui n'est pas du tout favorable à ça. Et à ces enjeux démocratiques va s'ajouter également l'héritage, la mémoire de Liu Xiaobo, le fait que lui, il prônait une sorte de lutte pour la démocratie, mais une lutte pacifiste, une lutte non violente, une lutte argumentative, verbale, etc. Et une lutte que les autorités chinoises vont un peu manipuler pour le transformer sous un jour négatif, sous un jour agressif. C'est trop rageant parce que là du coup ça disait que il y a des générations chinoises, des nouvelles générations chinoises entre guillemets, soit ils connaissent pas Liu Xiaobo, soit ils pensent que c'est un dissident, genre un rebelle agressif, violent vis-à-vis des autorités chinoises. En tout cas, les autorités chinoises ont vraiment remodelé son image, sa réputation, pour au final rendre légitime le pouvoir chinois. Mais malgré tout, il y a quand même des jeunes combattants qui essayent de préserver la mémoire de Liu Xiaobo, son esprit pacifiste, et tout ça dans l'illégalité, le fait qu'il risque d'être emprisonné, d'être torturé, tout le contrôle exercé par le pouvoir chinois qui était décrit dans ce livre. Enfin, tu sais, d'un côté, tu t'en doutes un peu, ça t'étonne pas trop, mais avoir le témoignage de personnes qui ont subi, ou voilà, les récits de personnes qui ont côtoyé ces personnes-là, comme l'auteur de cette biographie, enfin t'es en mode waouh, enfin ça te renvoie à une menace concrète envers la démocratie. Et encore une fois, je trouve que enfin ça fait un peu écho également à notre monde actuel, et le fait que la mémoire de Liu Xiaobo est enterrée sous le pouvoir, la domination du pouvoir chinois, que ce soit à l'international, au niveau national, etc. Parce que c'est ça qui prime avant tout, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, diplomatique, ce qui fait que la mémoire d'une personnalité comme Liu Xiaobo, qui a pourtant gagné le prix Nobel de la paix, les gens en font plus trop cas, les gens n'y portent plus vraiment attention, parce qu'il y a trop de risques, et c'est pas ça qui semble être au cœur des enjeux diplomatiques, etc. Donc ça fait que je trouve que ce genre de biographie qui rend hommage, en même temps qui essaye de maintenir cet espoir de démocratie en Chine, même si c'est un espoir qui semble de plus en plus atténué au fur et à mesure
qu'on avance, mais bref voilà, bah je trouve que ça donne encore plus de l'importance à ce genre de livre, à ce genre de biographie qui essaye de rendre hommage et qui essaye de graver l'existence de ces personnes qui sont malheureusement décédées dans notre mémoire. Et voilà, du coup c'était vraiment passionnant. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens, en plus je blabla trop, mais c'est bientôt fini, je crois qu'il me reste qu'un seul livre. Ouais, il me reste qu'un seul livre. C'est parti. Et enfin, sur un sujet beaucoup plus light, parce que j'ai l'impression que j'ai juste enchaîné plein de sujets mais assez hard, j'ai lu une fantasy sino-américaine, je crois, en tout cas d'un auteur taïwanais qui vit en ce moment aux États-Unis, L'Art de la prophétie, qui est le premier tome de L'Art de la guerre de Wesley Chu, publié chez Brajlon, ici en poche. Je suis trop contente parce que je voulais le lire depuis sa sortie, parce que la couverture elle est incroyable, j'aime trop la composition. Mais en grand format c'était un peu trop cher pour moi et j'avais peur de pas aimer, du coup j'ai attendu en poche et il est enfin sorti début 2025. Alors en gros on va suivre d'abord un jeune garçon qui est vu comme l'enfant de la prophétie, une prophétie qui dit que cet enfant là va naître et va être celui qui va réussir à vaincre le Khan éternel, qui est le seigneur de la guerre éternelle, genre le seigneur tout puissant qui fait régner la terreur, etc. Et du coup cet enfant, pendant toute son enfance, sa jeunesse, il est protégé, il est éduqué, il est élevé, il est entraîné, il est idolâtré, sauf que en fait on se rend compte que la prophétie est complètement erronée, puisque le Khan va mourir et pas du tout aux mains de l'enfant, et donc ça va complètement bousculer l'équilibre entre les royaumes, entre les différents états, ce qui fait que les états ils vont un peu essayer de tuer l'enfant, l'éliminer, parce qu'il se dit bah en fait c'est pas lui qui va genre nous mener à la paix, du coup il va servir à rien et en plus il peut nous boucher le chemin si nous on veut accéder au pouvoir, et du coup bah lui il va être traqué, l'enfant il va être traqué. D'un autre côté il est quand même assisté, soutenu, accompagné par une ancienne maîtresse des arts martiaux magiques qui est Taishi, je sais pas trop comment on dit. Elle est vieille maintenant, mais quand du temps de sa jeunesse et tout, elle était super badass, et encore maintenant elle est super badass. Elle était connue pour avoir tenu tête même au Khan, donc voilà, vraiment genre warrior incroyable. Queen, cette maître des arts martiaux, va essayer d'entraîner ce jeune garçon, que ce soit pour lui permettre de se défendre et également pour le protéger, voir pourquoi cette prophétie là qui était pourtant tellement prégnante et tellement importante a été complètement démentie par la réalité. D'un autre côté on va suivre d'autres personnages, on va suivre une assassin qui va essayer de tuer l'enfant pour empocher la cagnotte, enfin genre le bounty, je sais plus comment on dit, enfin bref le prix qui est mis sur la tête de l'enfant parce que du coup il est recherché. On va suivre une fille, comment l'expliquer elle, en gros il y a des gens qui ont hérité de la volonté du Khan. En gros, c'est comme s'ils partageaient une partie d'âme, un morceau d'âme du Khan, et quand le Khan il meurt, ces personnes-là doivent mourir avec lui, comme ça dans sa vie prochaine il puisse se réincarner avec son âme en entier. Sauf que elle va pas vouloir mourir, se sacrifier tout de suite, parce qu'elle a un autre devoir à accomplir, qui est de retrouver sa sœur, parce que du coup comme le Khan a été vaincu, les peuples qui soutenaient le Khan ont été complètement démantelés, ont été réduits en esclavage, et elle du coup qui faisait partie de ces peuples-là va essayer de retrouver la trace de sa sœur pour la sauver et pour la libérer du joug de ses nouveaux maîtres. Et c'était trop bien. En fait c'est le genre de livre quand tu le refermes, je parle vite parce que j'ai vu que j'avais plus trop de place dans mon téléphone, mais c'est le genre de livre quand tu le refermes, t'es trop content d'avoir vécu cette aventure, t'as le sourire aux lèvres, et parce que la fin est prometteur, promet quelque chose de super cool pour la suite, et j'ai trop envie de lire le deuxième tome. Alors ce qui m'avait pas mal surpris, c'est à quel point c'est drôle. Genre, en fait les personnages ils sont trop drôles, il y a des personnages ils sont du mordant, ils sont du piquant, notamment le personnage féminin, mais j'y reviendrai. T'as le héros, du coup c'est un jeune enfant pourri gâté et qui va devoir réapprendre à composer avec le monde, composer avec les autres, parce qu'il a toujours été enfermé, choyé, on l'idolâtrait. Maintenant il est un peu constipé socialement, amicalement parlant, parce que il se place au-dessus des autres, il est là à se plaindre et tout, il est très sensible, il est très vulnérable, très susceptible, et il a aucune conscience sociale, mais il va apprendre peu à peu, tu vois, évoluer, à grandir, à mûrir. C'est trop mignon en fait, parce qu'au final je me suis trop attachée à lui, il est drôle, parce qu'il y a un peu ce côté drama king, il y a ce côté mélodramatique,
il a ce côté susceptible, très sensible, et c'est trop mignon et c'est trop attachant parce qu'au final c'est pas si lourd que ça, parce que tu vois à quel point c'est quelqu'un qui peut être bon, qui veut bien faire, et surtout tu compatis avec lui dans sa solitude parce qu'il perd tous ses repères, il arrive pas trop à se faire des amis, il se sent seul, délaissé, et il y a tout ça qui fait que il est trop mignon et que j'ai trop envie de l'adopter. T'as les personnages féminins. Alors les personnages féminins, ce qui est trop cool, c'est que ce sont elles qui sont au pouvoir, que ce soit dans plusieurs disciplines, mais également en tant qu'actrices de la narration, c'est elles qui font avancer l'histoire encore plus que les personnages masculins. Les personnages masculins, hormis le héros, pour moi ils sont un peu oubliables, comparé surtout aux personnages féminins. Genre c'est elles qui se battent, c'est elles qui font des stratégies, c'est elles qui font avancer l'histoire, c'est elles qui insufflent du courage, de la motivation, de la persévérance et tout aux autres personnages masculins, et c'est trop bien et c'est naturellement bien fait. Et j'ai des crushs, voilà, j'ai même un crush sur du coup l'ancienne maîtresse des arts martiaux magiques, même si elle est super vieille, mais moi dans ma tête j'imagine pas trop vieille, comme ça j'ai un crush sur elle. Enfin vous voyez, je suis un peu dans le déni parce qu'elle est trop badass, elle est piquante, elle est sarcastique, elle est un peu rude, mais tu sens qu'elle a un bon fond, elle a un petit faible maternel pour le héros, qu'elle a, au final, elle a pris sous son aile, elle s'en est entichée un peu, et c'est trop mignon. T'as également du coup l'autre qui a hérité de la volonté du Khan, qui va aller sauver sa sœur, elle. J'ai essayé de chercher des fanarts sur elle, mais j'en ai pas trouvé et je suis trop deg parce qu'elle a l'air trop magnifique et trop badass, et à chaque fois on parle de son aura puissant, charismatique, sauvage, féline, et je suis en mode mais oh waouh, j'ai envie d'épouser. Ça me rappelait un peu les shonen dans le sens où il y a beaucoup d'action, il y a des combats avec pas mal de cliffhangers, un peu convenu dans le sens où tu sais, les personnages qui viennent à rescousse de d'autres personnages, ça fait des cliffhangers assez classiques mais quand même bien dosés, et ça fait quand même son charme. T'as des relations amicales, c'est pipou, tu vois, enfin il me manque quand même un petit truc encore pour vraiment avoir des coups de cœur, mais c'est mignon un peu ce faisceau de fin de famille, de relations amicales qui se construit, qui se bâtit petit à petit, et qui fait que ça donne un peu une atmosphère conviviale à l'œuvre, même s'il y a des guerres, même s'il y a des gens réduits en esclavage et tout, mais avec cet humour, avec ce côté chaleureux, avec le fait que tu t'attaches au personnage, genre ça fait que c'est quand même mignon. Ça rappelle un peu les amitiés, je sais pas, dans les shonen et tout, mais il n'en reste que l'univers, il est quand même mûr, avec notamment des thèmes autour de la revendication identitaire, autour de la rédemption, qui donne un peu un ton mélancolique parfois au récit, et qui fait que parfois t'as l'impression que ouais, les personnages ils sont assez malmenés psychologiquement. Y a pas de romance, ça c'est trop bien. Il y a des petits tons de romance, enfin des petites allusions, notamment d'une attraction lesbienne. Voilà, donc en vrai c'est cool ça. J'ai été coupée et il me reste très peu de place, du coup je vais parler très vite. Mais du coup ce qui est pris par-dessus tout sont vraiment les questions de loyauté envers ta famille de cœur, la fraternité, les amitiés, la relation maître-disciple aussi, c'est trop mignon. Et du coup tout ça fait que ouais, c'est hyper chaleureux et que t'as envie de lire la suite. Et je crois que j'ai fini. Est-ce que j'ai d'autres reproches? Non, pas trop. Bref, voilà, j'ai trop aimé et je vous conseille. Et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Et en plus, la couverture du tome 2 est canon. Il y a un personnage féminin dessus et je sais pas c'est qui. Peut-être que c'est ma crush, peut-être pas, je sais pas trop. Bref, et j'ai trop hâte. Voilà, je conclue en vitesse, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir de nouveaux ouvrages qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous enrichir comme ça l'a fait pour moi. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, je crois que ça a été assez long, et j'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures et pépites littéraires tout aussi jouissives, et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère ça.